Madame, Monsieur, chers internautes, bonjour. Merci de nous rejoindre sur CGP TV pour une émission consacrée à notre fameux fonds en euros. Peut-être un peu plus instable aujourd'hui, quoique on ne sait pas, avec un retour éventuel de l'inflation. Et qui dit inflation dit forcément à un moment ou à un autre, en tout cas c'était comme ça il y a avant. Alors est-ce que c'est dans le monde d'après, ce sera la même chose. Qui dit évolution, qui dit inflation, dit évolution des taux à la hausse. Ce qui est assez mécanique. En tout cas, encore une fois, ça devrait l'être. Pour en parler autour de moi, j'ai le plaisir d'accueillir Daniel Collignon. Bonjour, Monsieur Collignon, vous êtes directeur général de Spirica, filiale d'assurance dédiée du groupe Crédit Agricole à la gestion de patrimoine. Et nous avons également Monsieur Didier Borowski. Bonjour monsieur, vous êtes responsable Global Views chez Amundi, premier gestionnaire d'actifs européen, faut-il le rappeler en termes d'encours, et aussi filiale du Crédit Agricole. Alors messieurs, fonds en euros, retour de l'inflation. Première question à Daniel Collignon. Le fonds en euros, c'est pour vous bien entendu une mécanique qui est bien rodée, évidemment, depuis le temps. Je ne vais pas vous faire cet affront. Alors, quelles sont aujourd'hui vos interrogations sur ce marché et par rapport à la situation que nous connaissons aujourd'hui de taux extrêmement bas et peut-être de retour inflationniste? Eh bien, le fonds euro a été créé à une époque où les taux étaient extrêmement élevés. Et depuis 40 ans, on ne connaît que la baisse des taux. Donc une configuration tout à fait exceptionnelle qui fait que les fonds euros ont toujours rapporté plus que le taux d'intérêt instantané. Depuis cette période, on s'est toujours inquiété de la hausse des taux. Jusqu'à il y a quelques années, je dirais 2 ans, où tout d'un coup, on s'est dit, mais peut-être que les taux ne remonteront jamais. Oui. Et donc on a commencé à préparer les fonds euros à rester résilients dans une période de taux durablement faibles, voire négatifs. Et puis là, patatras, l'inflation est de retour. Et donc la question qui se pose, c'est est-ce que les fonds euros seront résistants face à une hausse des taux? Alors, résistants face à la baisse, résistants face à la hausse, un peu compliqué. Ça a toujours été, effectivement, c'est du pilotage fin. Mais alors, jusqu'à quel niveau de hausse des taux, qui serait donc consécutif à l'inflation, c'est le thème de notre émission, est-ce que c'est soutenable pour vous en tant qu'assureur? Est-ce qu'il y a un niveau? Il n'y a pas de niveau de taux en dessous duquel on est confortable et au-dessus duquel on est en danger. Les choses ne sont pas aussi simples que ça dépend de beaucoup de facteurs. D'ailleurs, pour commencer, on a calculé le taux en dessous duquel il ne fallait pas qu'on descende pour que ça devienne inconfortable. En ce qui nous concerne, les taux pouvaient descendre jusqu'à moins 1% avant que ça ne devienne inconfortable, parce qu'on a modifié la garantie du fonds euro. Alors, en cas de hausse des taux, aujourd'hui, on a quand même dans nos portefeuilles des taux moyens qui sont très supérieurs aux taux instantanés. Donc le fait de revenir au niveau du taux moyen serait plutôt confortable. Plutôt confortable. Ça veut dire qu'une hausse jusqu'à, c'est difficile à chiffrer, mais jusqu'à 1,5 ou 2% de l'OAT reste confortable. Après, ça dépend de la vitesse de la hausse, ça dépend du niveau de la hausse. C'est vrai que si les taux passaient à 5% demain matin, la situation serait nouvelle. Effectivement. Il y a eu une époque, il me semble en 1994, il y a eu une époque de forte remontée des taux, en tout cas temporaire, qui avait effectivement compliqué les choses au niveau des fonds en euros. Oui, alors c'est très intéressant parce qu'il y avait à l'époque un double phénomène. Il y avait effectivement une hausse des taux, mais il y avait aussi une courbe des taux qui était inversée. Et en fait, lorsqu'on nous interroge sur quel est le véritable danger pour les fonds euros, en fait, ce ne sont pas les taux longs qui sont un problème, ce sont les taux courts. Parce que dès le moment où les taux courts montent au-dessus du rendement moyen des fonds euros, il y a une forte tendance de dire, tiens, je vais prendre le bon à terme qui va me rapporter 3, alors que mon fonds euro ne me rapporte qu'un. Quand on parle sur du très long terme, c'est plus compliqué à appréhender. Et puis, il n'y a pas de vrai placement à très long terme, en dehors de l'assurance vie. Et donc, c'est la hausse des taux courts qui est, à mon avis, plutôt problématique. Compte tenu des enjeux actuels, je pense que les banques centrales, mais on en parlera peut-être tout à l'heure, sont plus capables de résister sur les taux courts que sur les taux longs. Donc une situation qui reste confortable. C'est plutôt donc l'inversion à court terme de la hausse des taux, une situation qui sera inconfortable. S'il y a une inversion de la courbe des taux, là, ça peut être plus difficile à gérer. Il faudra faire preuve de
créativité. Alors, hausse des taux, inflation. Inflation, M. Borowski, on va vous écouter avec grande attention parce qu'elle semble repartir. La BCE est attentive, sans s'affoler trop, mais enfin, les Allemands scrutent un peu plus, pour des raisons historiques que nous connaissons tous. Alors, est-ce qu'il y a aujourd'hui un risque inflationniste? Est-ce qu'on joue à se faire peur? Qu'est-ce que vous nous dites? Alors, je crois qu'il faut bien distinguer déjà l'inflation mécanique en sortie de crise avec ce qu'on appelle les effets de base. On compare le niveau des prix à ce qu'il était il y a 12 mois. Et donc, mécaniquement, comme l'inflation avait baissé il y a 12 mois, vous vous retrouvez avec une inflation exprimée sur un an qui augmente. Il y a aussi des effets de base liés au prix des matières premières. Les prix des matières premières ont bien remonté. Donc là aussi, ça se voit dans les indices de prix tels qu'ils sont publiés dans la presse. Ça, j'ai envie de dire, ces effets-là vont s'amenuiser. On les voit aujourd'hui dans les chiffres qui sont publiés, mais ils vont probablement s'amenuiser. On peut se poser la question si c'est pas l'arbre qui cache la forêt, parce qu'en réalité, on voit en sortie de crise que les entreprises dans un certain nombre de secteurs ont plus de capacité à augmenter leurs prix de vente finaux. On voit du côté de certains secteurs qu'il y a des pénuries d'offres de travail et par conséquent qu'il y a des salariés qui se retrouvent avec un pouvoir de négociation des salaires, et on voit bien que la crise du Covid a exacerbé les tensions sociales et on peut s'attendre à ce qu'il y ait un certain nombre de revendications sociales, de revendications salariales en sortie de crise. En tout cas, c'est un risque. Et donc, ce qu'il va falloir suivre de très près, c'est ce qu'on appelle techniquement les effets de second tour, c'est-à-dire les effets d'entraînement sur les salaires, notamment, de la hausse des prix qu'on voit mécaniquement en sortie de crise. C'est ce processus inflationniste qui n'est aujourd'hui pas à l'œuvre, qu'il va falloir surveiller de très près. Alors, ce serait temporaire? Alors, c'est toute la question, parce que le temps, qu'est-ce que c'est le permanent ou le temporaire? C'est tous des débats que les économistes ont entre eux. Là, on est face à du temporaire qui peut durer. Et du temporaire qui peut durer peut changer les anticipations des agents. Et donc je reviens également donc là sur les agents, notamment par exemple les salariés, qui peuvent demander, parce qu'ils voient des prix qui sont des niveaux de prix qui sont plus élevés, qui peuvent demander une compensation pour ne pas perdre de pouvoir d'achat. Et c'est ça qui peut, j'ai envie de dire, embrayer sur un processus inflationniste qui soit plus enraciné que ce que beaucoup ont aujourd'hui à l'esprit. Donc c'est un temporaire qui peut durer et qui peut changer les anticipations des acteurs. Et c'est ça qu'il faut avoir en tête. Alors jusqu'où on peut aller pour que ce soit pas trop inconfortable pour nos amis assureurs? Est-ce qu'il y a vraiment un danger? Daniel Collignon parlait tout à l'heure, 1,5, 2%, on va gérer, comme disent les jeunes. Mais si jamais ça nous amenait à 5%, ça va devenir plus compliqué. Aujourd'hui, il n'est pas question pour nous, dans la zone euro, d'avoir 5% d'inflation. Est-ce qu'on peut avoir des taux d'inflation un peu plus élevés qu'avant crise? Oui. Est-ce qu'on peut avoir quelques dérapages de ci, de là sur les salaires? C'est une vraie possibilité. Donc il va falloir s'habituer à des taux d'inflation qui montent un petit peu plus. Mais en tout état de cause, il nous semble l'inflation sous-jacente, c'est-à-dire hors alimentation et énergie, celle qui est très sensible au salaire, reste très en deçà de 2% aujourd'hui dans la plupart des pays de la zone euro. Donc il n'y a absolument pas péril en la demeure. Il est urgent pour les banques centrales, notamment pour la BCE, de temporiser sur ces niveaux-là. Donc un peu plus d'inflation, oui. Peut-être à terme, à moyen terme, au-delà des 18-24 prochains mois, c'est-à-dire une fois qu'on aura retrouvé les niveaux d'activité d'avant-crise, on pourrait voir des taux d'inflation un peu au-dessus de 2%, mais un dérapage bien au-delà nous semble aujourd'hui quand même très improbable. Est-ce qu'il peut y avoir, justement, alors, on va parler de dérapage, vous avez parlé de politique de la Banque centrale, qu'est-ce qui pourrait créer tout d'un coup un dérapage? Un arrêt de l'injection de liquidités, du fameux quantitative easing, une inflation importée, comme on dit, des États-Unis, parce que là-bas aussi, les questions se posent, bien entendu, au niveau du marché américain et de la Fed. Alors, il y a plusieurs facteurs, vous l'avez signalé. Les États-Unis, c'est vrai, qui sont très en avance dans ce cycle, c'est-à-dire l'économie américaine est très dynamique. On voit des taux d'inflation beaucoup plus élevés aux États-Unis. Et c'est vrai qu'il y a un thème là qui retient beaucoup l'attention, qui est celui de la Réserve fédérale, comme la Banque centrale européenne, achète des titres chaque mois en les finançant par création monétaire. Et déjà, la question se pose aux États-Unis du ralentissement de ces achats de titres, qui pourrait donc provoquer une remontée des taux d'intérêt à long terme et entraîner dans leur sillage des taux d'intérêt européens. Donc ça, c'est un risque qu'il va falloir en effet surveiller. Ceci dit, comme je disais, l'inflation reste quand même très en deçà dans la zone euro de ce qu'elle est aux États-Unis. La Banque centrale européenne martèle le fait qu'il faut conserver des conditions monétaires et financières très accommodantes. Il n'est absolument pas question, au jour d'aujourd'hui, de ralentir des achats de titres. Et par conséquent, la question se pose différemment. Mais on peut avoir du bruit du côté de certains facteurs politiques, et notamment du côté de l'Allemagne.
on voit que pour des raisons techniques liées au fait que la TVA, les annulations de TVA, les baisses de taux de TVA de l'année dernière ont été annulées, donc mécaniquement on va se retrouver avec une inflation exprimée en glissement annuel en Allemagne un peu plus élevée. On a les élections en Allemagne qui approchent en septembre, et on voit bien qu'on peut avoir, tous les intérêts ne sont pas alignés dans cette sortie de crise, et on peut avoir des discours qui sont un peu plus haussiers, du côté des autorités allemandes. Et donc là, on peut en effet avoir un peu de volatilité ou d'incertitude sur ce que va faire la Banque Centrale Européenne, mais nous, notre point de vue, c'est que la majorité des gouverneurs au sein de la Banque Centrale Européenne va vouloir maintenir des conditions monétaires et financières très accommodantes. Et enfin, il y a ce que vous mentionnez, c'est la possibilité d'une surprise inflationniste. C'est-à-dire qu'on se trompe sur certaines composantes des prix, qu'on soit surpris une nouvelle fois sur les hausses de prix, qu'on ait des tensions sociales qui conduisent à davantage de hausses de salaire. C'est un risque qu'il va falloir surveiller, notamment en sortie de crise et notamment en 2022, à mesure que la situation se normalise. Mais au jour d'aujourd'hui, j'ai envie de dire, il n'y a pas de péril en la donne. Pas de risque de scénario à la japonaise? Alors, le scénario à la japonaise, non, les économies de la zone euro sont très différents de l'économie japonaise. D'abord, le secteur bancaire a été bien nettoyé bien avant. C'était l'erreur des Japonais, c'est d'avoir attendu très longtemps dans les années 90 pour nettoyer leur secteur bancaire. Deuxièmement, le marché du travail ne fonctionne pas du tout de la même façon. C'est-à-dire qu'on verra très rapidement, si on a des tensions sur l'offre dans certains secteurs dans la zone euro, on verrait très rapidement des tensions sur les salaires. Donc, le risque pour nous, c'est davantage qu'on appelle, avec un terme un peu technique, la stagflation, c'est-à-dire un taux de croissance qui reste assez mou et puis une inflation qui soit un peu plus élevé que des pressions déflationnistes à la japonaise. D'accord. Donc, petite remontée de l'inflation, j'essaye de faire une synthèse. Est-ce que j'ai l'impression que c'est un scénario qui pourrait vous rassurer, Daniel Collignon? C'est clair que si on se positionnait avec des taux d'inflation, comme vous l'évoquiez, autour de 2 ou légèrement supérieurs à 2, et des taux à long terme qui seraient, dans ce cas-là, légèrement supérieurs au taux d'inflation, autour de 3 peut-être. On n'y est pas. Il faudrait vraiment que les taux à long terme retrouvent un taux d'intérêt réel positif, ce qui ne nous est pas arrivé depuis maintenant un certain temps. Là, on serait dans une situation plutôt confortable. Donc, ce que l'on peut craindre aujourd'hui, et encore une fois, c'est une crainte qui est très très limitée, puisque les scénarios sont quand même plutôt ne vont pas dans ce sens, c'est par exemple le contraire. C'est-à-dire que une nouvelle souche du Covid replonge les économies dans un désastre encore pire que ce qu'on a pu connaître jusqu'à maintenant, et que là, on se retrouve très clairement en déflation pure et simple. Oui. Aujourd'hui, ce risque-là, même si nous sommes protégés avec notre nouvelle offre de fonds euros, me semble plus pénalisant pour les assureurs et pour l'économie en général que le fait que l'inflation monte à 2%. Alors justement, vous l'avez évoqué, votre nouveau fonds euro, donc cette situation, admettons qu'un variant alpha, bêta, delta, ne viennent pas compliquer la donne. Si on est sur le scénario que Camundi semble son scénario central, sur votre nouveau fonds en euros, dont je voudrais bien que vous nous expliquiez, je sais un peu plus dans le détail, le fonctionnement, qu'est-ce que ça pourrait donner? Alors, notre nouveau fonds euro, oui, en fait, présente une garantie qui est plus faible que les fonds euros traditionnels. Un fonds euro traditionnel, lorsque quelqu'un verse 100, selon les fonds euros, il retrouve 100. C'est une garantie nette de frais, ou 99. Lorsqu'on a une garantie brute de frais, chez nous, on lui promet 98. Alors, qu'est-ce qu'on fait la différence? La différence est très simple, on la réinjecte dans la rentabilité financière. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est parce que ça nous permet, à nous assureurs, au cas où il y aura un coût très dur au niveau financier, de mieux l'absorber que dans une situation où on donne une garantie très élevée. Grâce à ça, comme notre enjeu, en fait, il est double. Il est de donner une bonne rentabilité au fonds euro, mais surtout faire en sorte que ça ne nous pénalise pas en termes de, non pas de rentabilité, mais de besoin de fonds propres. C'est une mécanique qui est très compliquée, qui est celle de solvabilité 2. Lorsqu'on donne trop de garanties, eh bien, les fonds euros ont une valeur négative et s'imputent sur nos fonds propres. Le fait de baisser la garantie nous permet de redonner une valeur positive à ces fonds euros et de renforcer nos fonds propres, donc de participer à l'autofinancement de notre développement. Et grâce à ça, ça nous permet d'avoir une plus grande diversification sur le fonds euro. Aujourd'hui, le fonds euro nouvelle génération est investi en cible à 70% d'obligations et à 30% en diversification. 30% en diversification, c'est en gros 15% de plus que la moyenne du marché. 15% qui rapporte
4% de plus, ça fait 60 centimes de mieux à se partager. Donc quelque chose qui est confortable pour nous, mais surtout attrayant et rentable pour nos clients. Cette garantie, ou plutôt cette garantie à 98%, elle se fait tout le temps, instantanément. Comment ça passe, par exemple, au niveau de l'effet de cliquet L'effet de cliquet joue toujours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous placez 100, vous avez une garantie à 98. Si demain, du fait de la participation bénéfice, vos 100 deviennent 101,5, votre garantie, elle monte à 99,5, et ainsi de suite. Donc, l'effet de cliquet joue toujours. C'est simplement sur une année, au pire, si vraiment il y a un désastre, qu'on n'a jamais connu d'ailleurs, mais si vraiment il y a un désastre, vous pourriez, au pire, perdre 2%. Voilà, en échange, on travaille à fournir une meilleure rentabilité chaque année. D'accord. Et donc, le fait d'avoir une légère remontée des taux, due à une pression inflationniste, c'est mieux que par rapport à un fonds en euro classique, encore, par rapport sur votre nouveau fonds en euro? Il y a deux phénomènes qu'il faut avoir en tête. Le premier, c'est que dans nos placements de diversification, on a des placements dont la rentabilité, parce qu'on a beaucoup d'immobilier, par exemple. L'immobilier présente un avantage. On parle souvent de la baisse de la valeur de l'immobilier si jamais les taux remontent, ce qui n'est pas improbable. Mais par contre, les revenus de l'immobilier, eux, sont indexés. Oui. Alors, en ce moment, c'est difficile d'indexer un loyer parce qu'il y a des conditions externes qui font que, de temps en temps, il y a des compromis. Mais si l'inflation repart, l'immobilier est une protection contre l'inflation. On l'a toujours été historiquement. Donc, on a une certaine protection. L'autre phénomène, qui est un phénomène un peu technique, mais aujourd'hui, les engagements que l'on a vis-à-vis de nos clients sont longs. C'est ce qu'on appelle les engagements passifs, alors que nos placements sont beaucoup plus courts. Et si jamais les taux remontent, ça nous permettra de vendre facilement des obligations courtes qu'on a en portefeuille parce qu'on les a souscrites il y a longtemps, et de les remplacer par des beaucoup plus longues et qui seront au rendement du jour. Donc, une compensation que l'on devrait faire assez facilement, encore une fois, sauf à imaginer une explosion des taux. Mais ce n'est pas les hypothèses que l'on imagine aujourd'hui. Donc dans cette poche de 30% hors obligataire, il y a de l'immobilier, il y a des actions, il y a du private aussi, du private equity. Oui, absolument. Le private equity est aujourd'hui un type de placement qui nous intéresse beaucoup, soit dans nos fonds euros pour le compte de nos assurés fonds euros, soit en unité de compte, parce que c'est un domaine dans lequel un opérateur rentre dans une entreprise, non pas statiquement, mais pour accompagner son développement. Et donc, il y a une vraie dynamique qui pousse à valoriser l'entreprise grâce à cette action de l'investisseur. Et ça nous semble un moyen que d'ailleurs les institutionnels connaissent depuis longtemps, surtout les institutionnels anglo-saxons, plus que les institutionnels français. Mais ça nous semble un bon moyen de booster l'épargne de l'ensemble des Français, de l'ensemble des assurés. Didier Borowski, ça vous... ce nouveau type de fonds d'euros, petite réaction Je crois que se préparer en effet à ce que les taux d'intérêt remontent à partir des niveaux actuels, ça fait sens. Ce que j'évoquais, la possibilité de pression stagflationniste, c'est-à-dire d'être surpris par des taux d'inflation un peu plus haussiers, c'est quelque chose qui en effet doit conduire normalement à ce qu'on appelle une quantification de la courbe des taux d'intérêt, à des taux d'intérêt à long terme qui seraient un peu plus élevés. Alors sans doute pas des taux d'intérêt réels positifs, je pense que nous, de notre point de vue, les taux nominaux vont rester encore sous pression pendant un certain temps, mais clairement, notre anticipation, c'est que les taux longs remontent un petit peu du côté de la zone euro. Il y a quelques mois, on n'était pas là, je me souviens encore de discours où on voyait des taux encore à zéro pendant longtemps. Le Covid change la donne. Il a changé la donne et on en a parlé. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est extrêmement... Et c'est ça qu'il va falloir suivre. De ne pas rester sur ces schémas. Oui, les taux vont rester à zéro. Il y a un changement de régime pour nous qui est en cours, et notamment du côté de l'inflation, de l'association régime de croissance-inflation. Il y a quelque chose qui peut mettre du temps à se formaliser, mais il y a quelque chose qui peut changer. Et par conséquent, il faut se préparer, en effet, à avoir davantage de volatilité, sans doute une petite pression haussière sur les taux d'intérêt à long terme, pour pouvoir bénéficier de cette remontée. Sur les marchés actions, présent un mot, il a l'air de bien se porter. Bon, il y a quelques à-coups, évidemment. Théoriquement, encore une fois, vous m'arrêtez si je me trompe, si je dis une énorme erreur, mais l'inflation est plutôt bonne pour les marchés actions. Alors, elle est bonne pour autant que, si vous voulez, les anticipations d'inflation restent bien ancrées et que ça reste dans un environnement de croissance porteur. Bon, nous, de notre point de vue, quand on regarde les niveaux des actions aujourd'hui, notamment du côté de la zone euro, elles ont déjà bien escompté la reprise qu'on a en tête dans notre scénario central. Et par conséquent, on pourrait avoir, en raison de ces facteurs inflationnistes en sortie de crise, un peu de crainte durant l'été ou un petit peu plus tard qui provoque une correction sur les marchés d'actions.
actions. Alors, on reste fondamentalement positif sur la classe action, qui offre le meilleur rendement risque à l'intérieur des classes d'actifs risqués, de notre point de vue. Ceci dit, les marchés escomptent le meilleur, et de notre point de vue, on peut être surpris un peu négativement par la dynamique des prix dans les mois qui viennent. Ça peut précipiter une correction technique sur les actions, ce qui, soit dit en passant, pourrait donner des opportunités de se repositionner sur les marchés d'actions. Parce que dans l'approche de diversification, c'est, je parle de mémoire, c'est en gros 10 private, 10 immobiliers, donc c'est pas, et puis 10 actions. Donc c'est effectivement faire une volatilité. C'est effectivement la cible. Oui. Aujourd'hui, on n'est pas rentré sur les marchés actions. D'accord. Ok. Bah c'était pour la raison qu'on vient d'évoquer. D'accord, très bien. Effectivement, c'est la cible. Une question moi qui me taraude, je pense qu'il y aura beaucoup de monde par rapport à tout ça, c'est dans tout ce scénario, que se passe-t-il si on ne remboursait pas la dette auprès de la BCE? Je ne parle pas de la dette privée, parce que ça c'est... On imagine mal comment ne pas rembourser mais cette fameuse annulation de la dette auprès de la BCE, finalement suppression de cette dette issue du quantitative easing et donc, m'arrêtez encore une fois si je me trompe, des milliards de création monétaire, en fait, de liquidité, de création monétaire pure. Est-ce que c'est utopique? Est-ce que c'est... C'est l'archétype du faux débat. Voilà. La dette induite par la crise du Covid, en effet, a été épongée en grande partie par la Banque Centrale Européenne avec ses achats de titres. Ceci dit, il faut bien avoir en tête que la dette détenue par la Banque Centrale Européenne n'est pas une dette de marché comme les autres. Elle n'est pas sujet à des phénomènes de défiance. La problématique du remboursement de la dette ne se pose pas. Et si jamais il y avait une croissance insuffisante ou un autre problème, on peut très bien envisager que la dette détenue vis-à-vis de la Banque Centrale Européenne soit ce qu'on appelle roulée dans le temps. Donc la problématique de l'annulation de la dette est un faux problème. Il faut avoir en tête que, bien sûr, reviendront les problématiques de règles budgétaires, de respect de certaines règles budgétaires du côté de la zone euro, mais au jour d'aujourd'hui, la dette détenue par la Banque Centrale Européenne ne pose pas de problème. C'est ça, à mon avis, qu'il faut retenir à ce stade. D'accord, alors ça c'est... Alors pourquoi on entend par-ci, par-là? Alors évidemment, on sait qu'il y a des élections en cours. C'est un sujet quasi franco-français. Il faut quand même savoir que la problématique de l'annulation de la dette est très mise en avant par certains en France. Elle ne l'est pas du tout dans les cercles internationaux, y compris par les démocrates américains ou par d'autres. Par conséquent, le sujet ne se pose pas en réalité. Le sujet du remboursement de la dette à la Banque Centrale Européenne ne se pose pas demain. Nous ne sommes pas en risque de ce côté-là. La Banque Centrale Européenne est au final un agent détenu par les États souverains. Il y a bien la possibilité de rouler dans le temps, si besoin, la dette qui est détenue par la Banque Centrale Européenne. Ce qui va revenir sur le devant de la scène, c'est le contrôle des dépenses publiques, quand on sera revenu dans un régime de croissance plus clair, pour évidemment stabiliser le ratio de la dette par rapport au PIB. Ça va être ça le sujet clé. Parce que qui dit création monétaire, encore une fois, dans mes chères études, ça remonte un peu, ça crée de l'inflation. Alors en théorie, ça crée de l'inflation sur les biens et services. Ce qu'on a vu, en fait, c'est que ça a créé beaucoup d'inflation sur les actifs financiers. Oui, à commencer par les obligations, soit dit en passant, y compris les obligations privées. Mais les actions, le private equity, beaucoup d'actifs ont bénéficié au final de cette création monétaire. Donc on voit une inflation sur les actifs. Il faut avoir ça en tête. Il faut prendre l'ensemble des biens et services et des actifs pour comprendre l'impact de ce que font les banques centrales et notamment la Banque Centrale Européenne. Bon. Donc Denis Collignon, je me sens plutôt rassuré dans cet environnement. Toutefois, avec toutes les hypothèses que vous émettez sur cette évolution des taux, de l'inflation, des marchés actions, vous êtes prudent, vous n'êtes pas rentré dessus. Serein, oui, tout à fait. Les hypothèses, disons que le faisceau d'hypothèses qu'on envisage aujourd'hui, de la plus négative à la plus positive, disons, dès le moment où on reste dans un univers de confiance et qu'on oublie les longues queues, enfin, les signes noirs, dans cet univers de confiance, on est serein. Bon, c'est vrai que si les taux tombent à -2 ou montent à +5, il faudra viser. Aujourd'hui, on a des instruments à la fois dans la gestion financière, mais aussi dans la réglementation, qui sont là pour nous permettre de composer avec ce genre d'événements contraires. Un petit mot sur un autre fonds en euros, qui est le fonds Eurocroissance. Vous en avez développé un. Est-ce que les mécanismes sont les mêmes et est-ce que ça pourrait éventuellement, il pourrait y avoir des différences en fonction des différents scénarios? Non, le fonds Eurocroissance n'est plus un fonds euro. Le fonds Eurocroissance d'avant la loi Pacte était un fonds euro partiel. Aujourd'hui, le fonds Croissance est une unité de compte avec une garantie au terme. Alors, ce qui peut être extrêmement intéressant parce que ça permet de prendre plus de risques pendant la période de placement, donc de chercher plus de performance. Et cette garantie à 8 ans qui, en général,
de 80% est une vraie garantie. Surtout dans une période où l'inflation, même si elle remonte un peu, reste faible. Donc c'est quelque chose intermédiaire entre le fonds euro d'un côté et les unités de compte qui a une vraie place dans l'allocation d'actifs dans un contrat d'assurance vie. On y croit beaucoup. Daniel Collignon, je vous remercie. Je rappelle, directeur général de Spirica. Didier Borowski, grand merci aussi. Vous avez tous les deux, vous nous avez apporté quand même un éclairage déjà à temps précis sur cette situation au niveau de l'inflation. Je pense qu'on va suivre, si j'ai bien compris, mais sans s'inquiéter plus qu'il ne faut, plus que de raison, si je dois résumer. Merci à tous, chers internautes, à très bientôt pour une autre émission de CGP TV.